Cette chronique date d'hier, je veux dire la rencontre de mes protagonistes du jour, et c'est mieux parce que le dimanche, il y a toujours plus de gens pour venir rôder dans mon jardin, notamment le jeune Vladimir qui travaille normalement en semaine. D'autant que maintenant, il y a le chauffage dans mon abri, j'ai trouvé un poêle à kérosène chez Emmaüs à Montpellier. Et pourquoi étais-je à Montpellier? Eh bien, pour aller y chercher Christiane, notre psychiatre qui n'avait pas de voiture pour cause de réparation, et aussi pour faire un tour sur la place de la Comédie avec elle pendant la manifestation anti-pass, après quoi nous sommes donc remontés sagement avant la nuit, et c'est donc le dimanche matin, hier, que j'ai raconté à Gustave, Vladimir, Léon, Giuseppe et l'abonné au Monde ce que nous avions vu à Montpellier la veille. Et le prétexte de ce récit était que normalement, 1 heure plus tard, ce dimanche, à l'entrée de l'énorme salle polyvalente de Campagnol, derrière le champ de boules, après les jardins près de la rivière, on allait contrôler le pass sanitaire et les masques sur le nez, parce qu'à l'intérieur de ce hangar, il y aurait le marché de Noël, un truc miteux pour 50 personnes tout compris, exposants et clients. Et Gustave a dit, tu crois pas que le maire pourrait dire, on arrête ces conneries de passe, je vais essayer de sauver la vie sociale dans ce patelin complètement divisé, en faisant sauter toutes ces règles idiotes. Il en a le pouvoir. Et l'abonné au Monde a dit, mais pas du tout, il ne peut pas annuler, c'est une consigne du préfet. Si, je te montrerai les textes, il a le pouvoir, mais il n'a pas les couilles. C'est souvent comme ça en France, on a l'un ou l'autre. Et ça fait des années que c'est dur qu'on te donne le choix si tu veux être élu entre l'un ou l'autre. Là, pour apaiser les choses, j'ai dérivé sur ce que nous avions vu à Montpellier la veille, jour de Mistral, ensoleillé, assez frais dans les jardins de la place de la Comédie. Parmi les sapins décorés, les paillettes et les guirlandes, il y avait une queue, masquée évidemment, de 50 couillons qui avaient tous les tampons qu'il fallait pour pénétrer dans une enceinte en plein vent protégée par des hautes grilles de chantier, avec des guichets de contrôle du pass eux-mêmes protégés par une vingtaine de gendarmes en gilet pare-balles. Je veux dire pas le genre de gendarme en pull-over et veste fourrée qui se penche à la vitre de votre voiture en disant bonjour monsieur dame, les papiers du véhicule s'il vous plaît. Non, les robots noirs à carapace comme dans les jeux vidéo, à la limite casqués infrarouge, en tout cas armés bien évidemment, tout ça pour contrôler l'entrée d'une fête foraine mélangée à des cahutes de bois où l'on vendait des sucres d'orge, des reines des neiges et des bobs l'éponge. Et là, je voudrais vous rapporter 2 observations qui m'ont paru assez justes, l'une en provenance de Christiane et l'autre en provenance de Gustave, observations qui s'appliquaient de la même manière au marché de Montpellier et à celui de Campagnol. Christiane nous a dit, ce que je vois en premier, moi, c'est le regard des enfants dont les parents ne sont pas vaccinés, souvent pour des raisons qui sont propres au sud de la France, c'est-à-dire agriculture bio, végétarisme, médecine douce, pas du tout conditions sociales inférieures. Des enfants, dis-je, à qui on annonce, non, désolé, c'est pas pour toi cette fête, d'autant que j'ai surpris, nous a-t-elle dit, en retour, un regard corollaire de supériorité chez une petite fille cagoulée qui attendait de pouvoir faire de la luge devant une piste en plastique ménagée par la ville de Font-Romeu. Et cette petite fillette regardait avec mépris l'autre, cette autre petite fille debout au pied des barrières, qui avait l'air de dire pourquoi toi et pas moi, et d'ajouter ça se paiera un jour. Eh bien, en tant que psychiatre, Christiane nous a donc assuré qu'une inégalité pareille laisserait des traces profondes dans la nation, d'autant qu'elle n'est justifiée par rien d'autre, a-t-elle précisé, que le besoin pour l'institution de faire mal, de soumettre, de discriminer, parce qu'ils obéissent à des consignes qui les dépassent. Quand tu vois ce qui se passe en Autriche et en Allemagne, par exemple, on a déraillé complètement. On est dans la manipulation la plus sadique. Là, naturellement, l'abonné au Monde a dit que non, pas du tout, il y avait des raisons de santé publique, tout de même, et qu'il fallait pas nous raconter n'importe quoi. Alors Christiane a répondu, écoute, c'est eux qui racontent n'importe quoi, parce que là, il n'y a aucune raison. La preuve, c'est qu'après la manif, place de la Comédie, nous sommes allés chez Emmaüs. Et là, aucun contrôle, évidemment. Les enfants de pauvres achetaient des livres, des jouets en plastique, et les gens fouillaient dans des piles d'objets qui n'avaient même pas le droit de regarder au centre-ville. Ensuite, nous sommes passés, pareil, par un gros supermarché dans une galerie commerciale, et là, sans la moindre exigence de passeport sanitaire, nous avons vu une douzaine de stands le long de la galerie, absolument identiques à ce qu'on avait vu sous passe sanitaire, place de la Comédie, avec même un petit manège minuscule à l'entrée, donc une fois de plus, incohérence totale. Et puis, je peux t'en citer 50, des incohérences du même genre. Dans les stations de sport d'hiver, en ce moment, on te réclame un papier sur les pistes, alors que dans le métro, non. Il y a vraiment une entreprise systématique d'humiliation de la population qu'on oblige à observer des règles qui n'ont aucun sens. À la sortie du marché de Montpellier, par exemple, et tout autour dans les jardins, il y avait même d'autres marchands de livres, de bijoux, de hot-dogs, et là, aucune formalité non plus.
Et puis je te parle pas des machines à payer, le parking, des tickets de tram, des distributeurs de billets de banque. S'il y avait un risque, tout ça serait désinfecté tous les quarts d'heure. C'est comme les dons du sang, tu as le droit d'entrer dans les hôpitaux librement pour donner ton sang, mais pas pour aller te faire soigner. Et là, Vladimir a voulu embrayer sur des considérations géopolitiques, comme d'habitude, la conjuration des élites mondialistes, etc. Mais Gustave a réclamé la parole parce qu'il craignait d'oublier un truc qu'il voulait dire. Et ça aurait été dommage, en effet. Il a dit, moi, ce qui me frappe, c'est ce que tout le monde répète à propos de ces marchés de Noël, à savoir, c'est nul, il n'y a que des objets chinois. Et c'est vrai, mais les gens ne vont pas au bout de leur raisonnement. Ce qu'on voit sur les étals, ces scènes en plastique, ces figurines, ces décorations, évoquent tout le monde villageois européen, le nôtre, à la rigueur américain, mais le plus mignon, à taille humaine, c'est-à-dire avec des petites maisons de bois, mais aussi des façades à colombage, des cigognes, des clochers, des kiosques à musique, des bergers et des bergères, des couvents et des cathédrales, c'est-à-dire tout ce que les ateliers d'Asie ne connaissent que par ouï-dire. Les ouvriers qui fabriquent ces trucs-là n'ont jamais vu une église, ils respirent des cochonneries, des gaz de polyuréthane toute la journée sous des LED par millions, ils sont employés parfois des 15 ans pour les produire, dans des usines qui ressemblent à des parkings. Ils habitent un appartement à 8 dans une tour de 40 étages, où ils dorment à tour de rôle, et ils te fabriquent des petites margots en fichu rouge rentrant de la laiterie, comme dans les contes de Perrault, mais en fait ils contribuent tous les jours à un monde de contrôle permanent, à l'instauration d'une termitière humaine, où il n'y a plus de margots, plus de loups, de grand-mères, de confitures, où tout le monde sort d'une tour. Et avec l'argent qu'ils se font, ces gens lointains, en fabriquant et en vendant ces conneries, sur toute la planète, sous la surveillance des gendarmes, en les vendant à ceux qui, eux, ont encore un village et des grands-mères à chat et des œufs de Pâques dans les pâtisseries, avec cet argent-là, qu'on leur paye, ils viennent chez toi acheter des forêts de chênes ou de châtaigniers pour fabriquer des tables qui renvoient par bateau dans les Conforama et qui sont moins chères que les tables fabriquées par Vladimir. Ah bah ça fait longtemps que je fabrique plus les tables, a dit Vladimir, mais Gustave a raison, pour les forêts, il faut arrêter. C'est le même scandale que pour les aéroports ou les châteaux des vignobles de Bordeaux, ou le château de Versailles, a dit Gustave, parce qu'apparemment j'ai lu ça, ils veulent vendre une dépendance à je ne sais qui, des princes arabes, je crois. Eh bien, a dit Vladimir, dans mon gouvernement à moi, c'est pas dur. On dit aux étrangers qui achètent le patrimoine, il faut être conscient, les mecs, que cet investissement peut devenir désastreux pour vous, et pour vos actionnaires, hein, oui, parce que souvent, ce sont des consortiums d'investissement qui sont derrière eux. Donc en cas de changement de régime, par exemple, il faut leur dire sous Zemmour et Villiers, la France nationalisera ce que vous avez acheté et vous versera à la rigueur une indemnité forfaitaire prise par décret, mettons du 10e de la valeur, dont ça fera réfléchir les acheteurs, crois-moi. Alors l'abonné au Monde a dit, mais écoute, il y a des règles. Et Vladimir a dit, attends, tu remontes pas loin dans notre histoire européenne, du continent en tout cas, et tu vois ce que Lénine a fait des fameuses règles avec les investissements européens en Russie. Il y avait des règles aussi. Et puis du jour au lendemain, les emprunts russes, tu pouvais tirer les chaussures avec. Et tu approuves ça. Je l'approuve pas, je le constate. Et là, avec cette espèce de colère un peu sournoise qui pensait pouvoir avoir recours à l'argument massue, une fois de plus, celui des prophéties ratées de Léon, Albert l'abonné au Monde est revenu sur le sujet en disant qu'il s'était trompé sur tout. Mais en fait, c'était délicieux comme situation, car l'abonné au Monde, comme son nom l'indique, ne lisait pas la presse alternative, il n'allait pas sur les réseaux sociaux, et donc il ignorait encore que le Philippe de Villiers, là, avait littéralement sauté dans l'avion pour aller en Arménie avec le candidat Zézé, comme l'appelle Gustave. Pire que ça, il avait déclaré qu'il le soutenait à fond. Et là, Gustave le lui a appris, donc, en ajoutant, on dira ce qu'on voudra, il y a un an tout juste, Léon nous disait que Villiers serait le prochain président de la République. Ça paraissait absolument ridicule à ce moment-là. Et là, ça allait un peu moins, la moitié moins à peu près. J'ai dit, si le titulaire ne se représentait pas, a dit Léon. Oui, ça je m'en souviens très bien, a dit l'abonné au Monde, mais justement, il se représente. Léon a dit, désolé, cette fois avec la hauteur un peu solennelle d'un oracle, mais maintenant ce n'est plus lui qui décide. Et il y a eu un silence, et l'abonné au Monde a continué dans l'ironie, avec une voix un peu moins assurée toutefois. Alors, c'est qui décide selon toi? Les Américains? Ah ouais, c'est la théorie des affaires qu'on balance au dernier moment, mais on voit rien venir dans ton truc parce qu'il n'y a rien en fait. Vladimir est intervenu et il a dit,
Si j'étais toi, je lirais un peu les réseaux sociaux en ce moment, parce que là, tu nous fais de la peine. Mais je crois que tu fais l'imbécile exprès. En fait, on se disait, on va révéler des financements douteux avec l'affaire Alstom, c'est ça qui va le faire chuter, un témoin de dernière minute va balancer sur un compte aux Bahamas, mais c'est beaucoup plus simple, même si c'est un peu tordu. Et là, Suzanne, dont je vous ai dit qu'elle est assez homasse, a jeté un regard à Christiane, qui ne détestait pas non plus le genre gendarmette, et elle a dit, cherchez la femme. Mais justement, si j'ai bien compris, il faut chercher longtemps. Alors l'abonné au Monde n'a même pas feint l'ignorance. Il a dit, ah je vois, oui, on est dans une annexe de Voici, là vous allez nous resservir tous ces potins lamentables sur la vie privée à l'Élysée. Là, Vladimir a dit, attends, minute, on ne parle pas de vie privée, là on parle de vie publique. Quand tu balades derrière toi, sur tous les tapis rouges de la planète, quelqu'un en tailleur hors de prix, qui prend 450 000 par an, en plus des collaborateurs, plus 100 000 de coiffeurs esthéticiennes, quelqu'un qui donne son avis sur toutes les nominations et qui bousille la déco de l'Élysée, on n'est pas dans le privé, il faut pas déconner. Mais je vais te dire pourquoi Léon avait raison il y a un an. Tu ferais mieux de le laisser parler, a dit Christiane. Léon a dit non, vas-y, je vous dirai après. Et là, Vladimir est revenu rapidement à ce qu'il nous dit toujours à propos de la géostratégie de la fameuse crise sanitaire. Il a dit, en ce moment, les États européens jouent les faillots de l'Amérique et de Davos en donnant des gages d'obéissance aveugle, ridicules, fanatiques, aux règles de domestication des peuples. C'est la surenchère propre à la fin des empires. Juste avant la chute du tsar en Russie, les fonctionnaires étaient odieux aussi. Là, on passe son temps au garde-à-vous, devant les laboratoires, devant la vérité officielle, à la télé, partout. Mais malheureusement, la maison mère, l'Amérique, est en train de quitter le navire du mensonge. Gates dit que c'est une leçon pour l'avenir, tout ce qui se passe, ça veut dire encore raté. Biden n'est pas arrivé à faire voter l'obligation vaccinale au travail, les États américains se foutent des règles dans leur grande majorité, les peuples à qui on impose tout jusqu'à la contrainte par corps sont partout dans la rue, les patrons australiens disent il faut arrêter avec ça, on court à la ruine. Donc dans ce contexte, l'arrivée de notre petit Mussolini là, à la tête de l'Europe va très mal se passer parce qu'il va continuer à appliquer des règles déjà obsolètes ailleurs chez ses maîtres, comme un directeur de coopérative agricole qui continuerait à saluer la photo de Staline tous les matins en arrivant au bureau, alors que Gorbatchev est déjà au pouvoir depuis 4 ans. Et là, nous nous sommes tournés vers Léon, afin qu'il ajoute sa touche de prophétie à ce retournement de situation qu'il avait prévu. Il a commencé par un truc bizarre, il nous a dit, vous allez voir cet hiver, les champions de ski vont tomber comme des mouches et tout le monde va se demander pourquoi, sans parler des stations d'altitude, hein, je vous fais pas de dessin, mais la combinaison effort violent, altitude et froid, puis il a fait un geste avec 2 doigts et le pouce, il a dit bam, et tout le monde a compris. Ensuite, il a dit, honnêtement, je m'attendais à un truc de la Providence, mais l'affaire privée dont vous parliez tout à l'heure, je ne m'y attendais pas. La chose qu'il faut observer attentivement désormais, c'est comment les réseaux, notamment vidéo, consentiront ou non à diffuser des informations sur l'enquête et l'éventuel scandale qui va se déchaîner et qui va empêcher notre bel ami de se présenter. Quand je vous disais que les Américains auraient sa peau, je ne pensais pas que ce serait aussi simple. Les GAFA n'ont qu'à laisser en ce moment les enquêteurs poser des questions à la cantonade, demander des extraits de naissance à la famille de sa femme, se demander pourquoi il n'y a pas de photos de jeunesse, etc. Bref, laisser la rumeur enfler en ne censurant pas, et le tour est joué. Et là, je vous signale, j'ai vérifié ce matin, la vidéo de l'enquête sur le passé de la famille et de sa femme est toujours là, et elle fait 100 000 par jour. Bon, admettons, dit Gustave, que ce soit suffisant pour l'empêcher de se présenter, ça ne mettra pas Villiers en selle pour autant. Mais il est déjà en selle, il est monté en croupe, il attend de prendre les rênes, et si l'autre n'arrive plus à guider le cheval, d'ailleurs c'est pas dit qu'il tombe, hein, tout peut arriver. Le cavalier de tête peut en effet tomber, mais aussi il peut faiblir, ne pas savoir se diriger, ils peuvent tenir les rênes à 2, et c'est le mieux placé qui les garderait jusqu'à la fin de la course. C'est pour ça que je disais, il n'ira pas si la Providence ne lui adresse pas un signe, et le signe, il est là, en tout cas, si le 15 janvier la candidature de Tchoupi Ier, comme dit l'écrivain, devient de plus en plus incertaine pour des raisons privées, si sa femme dit qu'elle a insisté pour qu'on arrête les frais parce qu'elle n'en peut plus de tous ces journalistes qui veulent des photos et des preuves de ses grossesses, par exemple, si son camp pense avoir trouvé quelqu'un pour le remplacer, il va se retirer en 2 semaines, comme le pape Ratzinger, sans doute d'ailleurs avant l'heure prévue, histoire de bien embarrasser la campagne de ses adversaires. Il va multiplier des déclarations à la Sarkozy, du genre « je reste à la disposition de mon pays », et puis il va filer directement vers l'île d'Elbe. Personnellement, je verrais plutôt Sainte-Hélène, a dit Vladimir. Et là, le vieux Giuseppe, qui ne suivait pas tout ce qu'on disait parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, lui, a dit que le pape Ratzinger était le seul légitime
et il a appelé l'autre Pfizerino. Ça nous a bien fait rire. On a demandé à Christiane ce qu'elle pensait de tout ça, parce qu'en tant que psychiatre, le micmac sur l'identité sexuelle en haut lieu qui se profilait l'a passionnée forcément. Elle a dit, écoutez, je ne connais pas les faits, mais l'hypothèse d'une, disons, réédition du Chevalier d'Éon ou de Madame Doubtfire expliquerait quand même bien des choses, bien des fréquentations dans le showbiz, y compris malheureusement avec des applications judiciaires dans un contexte social hypersensible aux questions de détournement de mineurs. Or, ce que je vois, a-t-elle dit, c'est que c'est exactement le genre de truc qui va se glisser dans toutes les conversations. La preuve, on en parle ici. Donc en dehors de ça, je ne peux rien dire, mais il y aurait beaucoup à dire en revanche, nous a-t-elle dit, en tant que psychiatre, sur une déclaration minuscule de Philippe de Villiers. Et là, je rejoins totalement Léon. Il dialogue en ce moment avec la Providence. Ce type le fait en public en plus, comme toujours, c'est dans les petites déclarations qu'il faut chercher les grandes choses. Et déjà, je vois une énorme différence avec notre ami Zézé, là, qui lui nous fait un peu du pia-pia-pia, il parle trop. Mais bon, c'est une impression personnelle, nous a-t-elle dit. En tout cas, Villiers dit à un journaliste dans un couloir un truc non préparé. Il lui dit, je n'avais aucune raison de détester mon sort, donc d'avoir de l'ambition à mon âge, je pensais bien, avec tout ce que j'ai fait, j'étais peinard. Et ça veut dire ce que dit Léon, c'est que la Providence est en train de venir me chercher, et il a ajouté un truc du genre, c'est une couronne d'épines, mais je ne peux pas la refuser. Et là, tu mesures le sentiment très, très fort de la prédestination pour un catholique, l'image de la couronne d'épines, du calice qu'on ne peut pas repousser, c'est vraiment la prédestination suprême. Donc entre les deux maintenant, entre Zemmour et lui, c'est un peu comme la finale de Miss France, pendant le dernier tour de piste, c'est la Providence qui va décider, et il y aura une lauréate et une première dauphine. C'est ça le destin. Et Léon nous a dit qu'il voyait plutôt Zemmour en première dauphine, mais qu'il pouvait encore se tromper. Ça tombe bien, a dit Gustave, la mode en ce moment est au changement de sexe. Et puis il s'est tourné vers l'abonné au Monde qui, de dépit, était déjà parti sur le chemin du jardin et qui nous a dit de loin, le marché de Noël est annulé. Alors il est revenu pour nous le dire un peu plus distinctement parce qu'il avait croisé quelqu'un qui lui avait annoncé la nouvelle. Mais a dit Gustave, c'est à 1 heure de l'ouverture, comment ils vont prévenir les commerçants, hein. Mais justement, c'est annulé parce qu'il n'y a pas de commerçants, ils ont dit qu'ils ne viendraient pas puisque la commune demandait le pass. Oh punaise, a dit Gustave, donc non seulement le maire s'est conduit comme un lâche, mais en plus il passe pour un con. C'est vraiment un dimanche qui commence bien. Allez, je vous offre le pastis à la maison. Et voilà, on y est allé. À bientôt, merci.